C'est fascinant comme finalement on a reçu l'ombre et la lumière de son arbre généalogique. C'est-à-dire les femmes sont traumatisées par un savoir qui n'en est pas un. Je pense que l'IA mal utilisée abîme notre population. Si vous ne prenez pas le temps de donner sens au traumatisme, il sera envahissant dans votre présent. Bien sûr, c'est pas par éthique, c'est pas parce qu'ils se sont dit on va faire plaisir à tous les musulmans et les végétariens et les musulmans végétariens. Des femmes traumatisées parce qu'elles sont pas mariées, parce qu'elles n'ont pas encore eu d'enfants, elles atteignent les 40 ans, elles se sentent angoissées et la société leur renvoie c'est trop tard. Ces questions aussi qu'on peut avoir au jour le jour, est-ce que tu as fait congeler tes ovocytes, tu penses à un enfant à 40 ans mais c'est trop tard, tu n'es pas mariée à 36 ans, est-ce que tu trouveras quelqu'un? C'est des questions que les hommes aussi peuvent vivre, mais dans une moindre mesure, et c'est traumatisant. Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans mon émission chez Hanan. Pour ce 10e épisode, qui portera sur le thème de la psychologie, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Fanny Boermoti. Vous êtes docteur en psychologie clinique et en psychopathologie, psychologue et psychanalyse depuis 10 ans. Vous êtes également la cofondatrice d'une association qui fait le pont entre la psychologie et la justice. Vous êtes la présidente du CRAFT et professeure de psychologie au sein de l'Institut Shifa Centre. Vous avez également développé le psycho-coaching, mais également une forme de thérapie à l'approche multiculturelle. Vous possédez également un master en journalisme, en droit, en sciences politiques et en économie et gestion. Allahumma barik. Vous êtes également l'autrice de 4 ouvrages. Tout commence par une pensée. Un livre qui a une symbolique toute particulière pour vous, puisque vous l'aviez coécrit avec votre mère, paix à son âme, qui était également psychologue. Le second ouvrage, Sur la route du succès professionnel. Votre 3e livre, Les clés psychologiques pour mieux manager vos équipes. Un livre que vous aviez notamment écrit avec votre époux, Michael Gunga. Et enfin, votre 4e ouvrage, L'emprise, auteur et victime, repérer, diagnostiquer et soigner. Prochainement, début 2026, vous sortirez 2 nouveaux livres, un livre sur la confiance en soi et un livre sur l'emprise et les relations perverses et destructrices. Fanny, assalamu alaikum, bienvenue dans mon émission. Bonjour Hanan, je suis ravie d'être avec vous et ravie d'être avec tous nos auditeurs qui pourront peut-être en apprendre plus sur ce métier, mais aussi une manière de vivre l'existence qui passe par la psychologie, donc la connaissance de soi. N'oubliez pas de vous abonner à tous les réseaux sociaux de Fanny. Vous êtes très actif sur votre chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X et sur d'autres plateformes de podcast écoute. Je compte sur vous pour aller vous abonner à ces différentes chaînes, à consommer son contenu et à vous procurer ses ouvrages. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de laisser un like, un commentaire pour le référencement, de partager la vidéo et vous retrouverez également le lien d'une cagnotte Tipeee pour venir en aide à mon média indépendant et les dons débutent à partir de 1 €. Fanny, c'est un énorme plaisir de te recevoir aujourd'hui dans mon média. J'ai déjà fait 2 émissions avec le docteur Ali Habibi et ça me tenait à cœur de faire une émission cette fois-ci avec une femme et avec toutes les psychologues qu'on voit, c'est toi que j'ai choisi. Hâte que mon public te découvre ta pensée, tes idées et tes ouvrages. Et on va débuter notre échange par un sujet qui est encore rarement évoqué en psychologie, au moins pour le grand public, à savoir la question de l'interprétation des rêves, qui est pourtant une discipline qui est traitée en psychologie clinique, mais également sous un prisme islamique, bien que c'est une science et une discipline qui est encore très subtile, très peu choisie par les savants en islam. Il y a plus de 10 ans, j'avais lu cet ouvrage, Comment comprendre tes rêves, écrit par Khalid Al-Anbari, un guide pratique, théorique, scientifique et islamique que j'avais lu quand j'étais au collège et qui nous dit notamment que les rêves et les visions reposent sur l'âme et son rapport avec le monde invisible. On sait que tu as écrit une thèse universitaire qui est l'une de tes spécialités sur l'interprétation des rêves. Docteur Fanny, comment nos rêves et nos cauchemars influencent le cours de notre vie et que disent-ils de nous, de nos besoins, de nos désirs, de nos peurs, de nos non-dits ? Alors déjà, merci pour cette première question parce que les rêves, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement et qui a traversé aussi les membres de ma famille puisque que ce soit mon père ou ma mère, ils ont aussi beaucoup étudié cette partie de nous. Cette partie de nous qu'on a tendance en Occident à voir comme le moment où nous ne sommes pas conscients, alors que finalement, effectivement, à la croisée des chemins entre spiritualité et psychologie, nous pourrions dire que c'est peut-être le moment où nous sommes le plus conscients. Conscients parce que lorsque vous rêvez, lorsque tu rêves, la censure qui a lieu dans nos pensées au jour le jour est tout à fait différente. Tu ne peux pas contrôler ton rêve. C'est un endroit où le moi, le jeu que l'on porte en soi et qui parfois est dans une forme de surcontrôle, n'a plus accès.
Et donc, cette scène qui se joue dans nos rêves, c'est en fait tout à fait nous, ce que l'on vit, ce que l'on ressent du monde, parfois de manière instinctive, ce que l'on croit ne pas savoir mais que l'on sait, et qui nous vient sous forme de messages. Et si maintenant nous regardons cette notion sur un plan purement psychologique, les rêves traduisent nos désirs, nos angoisses, nos pensées, la manière dont les choses se sont nouées en nous. Je vais donner un rapide exemple. Il se peut que la nuit dernière, par exemple, tu aies fait un rêve, tu aurais pu rêver d'une pièce, d'un lieu que tu as vu dans ta toute petite enfance. Et ce ne sera jamais un hasard parce que le rêve ignore le hasard et le rêve ignore le temps. Si tu as rêvé de ton enfance hier soir, c'est que hier soir, quelque chose t'a connecté à ton enfance. Donc c'est un message très précis que te tend le rêve qui te dit « va visiter cet endroit-là où quelque chose de toi est en train de revivre un moment de cette enfance ». Et ça peut être parce que des émotions t'y connectent, ça peut être parce qu'une personne ou un lieu t'y connecte, ou de manière encore plus globale, mais je le développerai un peu plus tard, ça peut être lié à ce que Jung appelait l'inconscient collectif, qui n'est pas encore très abordé, y compris en Occident, mais qui pour moi a une valeur scientifique tout à fait valable, et qui stipule que nous avons accès à ce qu'on appellerait un grand inconscient collectif que nous formons tous ensemble avec notre pensée au jour le jour. Lorsque tu penses, lorsque je pense, nous impactons ce réservoir de symboles. Et ça impacterait en retour aussi le rêve, parce que quand tu rêves, eh bien finalement, tu te connectes à quelque chose qui dépasse le jeu conscient. Cette théorie, aujourd'hui, elle rejoint la physique, elle rejoint aussi les neurosciences qui ont amené la notion que tout est information dans notre monde, et que donc parfois nous captons des informations, et pas uniquement avec le cerveau, c'est ce que la science postule aujourd'hui, qui fait que finalement nos rêves sont imprégnés de quelque chose de bien plus vaste que ce que l'on croit savoir. Mais moi qui suis quand même croyante et dans une grande approche de la spiritualité, je pense que la théorie psychologique, et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu visiter à l'île Maurice, puisque ma thèse et mon sujet de thèse se passaient à l'île Maurice, ne s'oppose pas du tout à la croyance spirituelle. Et ma mère avait cette jolie formule qu'une personne pense que ça vienne de Dieu ou qu'une personne pense que ça vienne de son inconscient, en tous les cas, il y a un consensus universel, le rêve amène des réponses. Et donc, dans la spiritualité, il y a l'idée qu'on peut avoir des rêves qui nous amènent des réponses, mais liées aux prières, ou même liées dans certaines cultures, comme à l'île Maurice, aux ancêtres, ou à une forme de connexion que l'on pourrait avoir. D'ailleurs, en islam, je crois savoir que le rêve est ce qu'on appelle la petite mort. Donc, il y a un lien entre la mort et la petite mort. Donc, quelque chose se passe d'une connexion avec un autre espace. Eh bien, alors, il est tout à fait possible et permis de se dire nos rêves nous connectent à du merveilleux, nos rêves nous connectent à du sens, et il faut chercher dans nos rêves de quoi finalement mieux comprendre sa vie. Et donc, pour faire concis, que ce soit du côté de la psychologie ou de la spiritualité, on peut dire que les rêves nous accompagnent en nous donnant des réponses, que les rêves parfois sont en avance sur nous-mêmes et en ce qu'on croit savoir, que les rêves peuvent nous indiquer un chemin à prendre, que les rêves peuvent nous indiquer un endroit à regarder, et parfois même, et on le voit beaucoup en processus thérapeutique, quand vous êtes en thérapie, il y a certaines choses qui se travaillent en session, et c'est le rêve qui va vous apporter la clé ou la résolution du problème. Donc pour moi, c'est un espace qui est aussi important, voire plus, que tout ce que la pensée amène lorsque l'on est réveillé. C'était extrêmement important et en plus je visualisais moi-même mes rêves, mes derniers rêves. À présent, j'aimerais que l'on parle d'un autre sujet qui est extrêmement important. Donc, la question des traumas intergénérationnels et transgénérationnels, je l'ai abordé lors de ma précédente émission avec le docteur Ali Habibi. Mais cette fois-ci, j'aimerais que l'on parle de la mémoire traumatique et des mécanismes de défense lorsqu'on fait face à un traumatisme. Mais surtout, est-il possible d'éradiquer complètement une mémoire traumatique de son cerveau ? Alors, c'est un sujet très important parce que je pense que la plupart des personnes ont ce qu'on appelle un PTSD, donc c'est le post-traumatic syndrome, c'est ce dont tu parles, et on ne le sait pas. Parce qu'en fait, nous sommes tous existés, effectivement, c'est vivre la souffrance, c'est être secoué par cette vie, et parfois on l'a été de génération en génération, et donc effectivement, on peut être porteur d'un trauma qui n'est pas le nôtre, ou porteur d'un trauma qui est le nôtre. On a peut-être vécu un trauma dans son enfance ou durant sa vie. On a peut-être aussi vécu dans une ambiance traumatique. Alors rapidement, pour différencier le trauma et l'ambiance traumatique, un traumatisme, c'est quand tu peux identifier
ce qui t'est arrivé dans ta vie et qui a provoqué une secousse intérieure qui fait que tu as un trauma. L'ambiance traumatique, c'est quand tu as grandi ou vécu dans une ambiance avec la violence systémique peut-être, ou avec quelque chose de tes parents qui n'avait pas été réglé, pas réparé, et donc ça t'a marqué aussi d'une certaine manière. Et puis il y a sans doute ce que tu as parlé avec le docteur que tu évoquais précédemment, il y a effectivement les traumatismes qui nous viennent d'en haut. Alors ça a beaucoup été étudié et on a une grande source de savoir par rapport aux chercheurs rwandais qui ont étudié de quelle manière le génocide qu'ils avaient vécu avait impacté les générations et donc de quelle manière aussi, même si on est le descendant de la personne qui a vécu le génocide, on est parfois complètement porteur du trauma au point que et le corps et le cerveau en sont profondément imprégnés. Mais toi-même qui me parle et moi-même qui te réponds, nous avons peut-être, moi je suis convaincue que j'ai eu pendant très longtemps le post-traumatique syndrome, tu l'as peut-être aussi. Parce que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a un rapport au monde qui parfois peut être très anxieux, très nerveux, mais on n'est pas toujours dans la capacité d'identifier, puisqu'on a peut-être parfois été toujours comme ça. Puisque ce syndrome-là, il peut être dès le début de ta vie. On sait par exemple que ceux qui ont vécu tu sais, l'effondrement du World Trade Center, il y a des femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, et il y a pu avoir une étude longitudinale qui a été faite, et on a pu voir que le bébé qui avait vécu le stress de la maman, mais n'avait pas vécu le trauma de manière verbale, en tant que sujet conscient tel que l'on a quand on commence à voir les mots, eh bien, étaient complètement façonnés par le trauma. Et donc, depuis leur naissance, finalement, ils étaient dans une manière de vivre le monde stressée, avec un système hormonal déréglé, parce que le traumatisme de la maman. Donc, c'est des sujets vraiment très importants, parce qu'une société, elle est faite de chacun d'entre nous, et ce que l'on est, ce que l'on vit, ce que l'on donne à la société a à voir avec comment on ressent le monde. Et quand on est traumatisé, on ressent le monde un peu différemment. Alors moi, je suis convaincue que l'on peut complètement sortir des traumatismes, que l'on peut guérir de ce type de syndrome, mais que ça demande beaucoup de temps. J'en parle en tant que psychologue, mais j'en parle en tant que concernée, puisque ceux qui me connaissent le savent peut-être, bon, j'ai eu des épreuves dans ma vie, mais notamment la mort de mon père quand j'avais 2 mois, et donc j'ai eu un traumatisme préverbal, c'est-à-dire que à l'âge de 2 mois, quand on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive, eh bien on vit quelque chose qui est quand même un effondrement, tant du côté de la séparation d'avec mon père que de tout ce qui arrivait à ma famille. Et donc j'ai eu vraiment à lutter contre ce syndrome et contre un trauma qui s'est installé pendant, je pense, pendant 15 ans, peut-être même plus. Et donc pour moi, si vous voulez sortir de ces traumatismes, si vous voulez régler ce qui est blessé en vous, eh bien il va falloir travailler. Travailler sur soi, c'est redescendre en soi, ou comme le nuance le professeur Tariq Ramadan, qui dit qu'il y a une notion intéressante à développer, c'est qu'on a tendance en psychologie à dire que l'on descend en soi, et on pourrait le voir d'une autre manière, on pourrait dire qu'en fait non, on retourne à l'intérieur de soi, en son centre, où il y a peut-être cette essence de nous qui n'a pas été abîmée. Que ce soit l'idée de descendre ou que ce soit l'idée de se retrouver, en tout cas, il va falloir aller chercher quelque chose en soi, parce que les différentes enveloppes qui nous fondent, qui ont été l'enfance, la société, ce que l'on comprend de soi, ce que l'on comprend des douleurs, ce que l'on comprend de nos blocages, eh bien, ont finalement entouré quelque chose qui, à l'origine, quand nous sommes arrivés au monde, était pur ou fonctionnel, selon comment on veut l'entendre. Et donc, travailler sur soi, pour moi qui suis une grande clinicienne et qui adore ma discipline, j'aime beaucoup, beaucoup mon métier, c'est déjà ouvrir le livre de son histoire, essayer de se comprendre et aller plus loin. C'est fascinant, comme finalement on a reçu l'ombre et la lumière de son arbre généalogique. Moi, j'aime beaucoup accompagner mes patients, mes clients à aller jusque-là, qu'ont vécu les parents, les grands-parents et ainsi de suite. Et qu'est-ce que l'on comprend de son histoire et comment on voudrait rebâtir son histoire. Les mots que l'on pose, ça dit beaucoup de nous. Les mots que l'on choisit pour exprimer une douleur, ça dit beaucoup de la traversée. Et donc parfois, on ne choisit pas ces mots, on les subit. Et c'est toujours des portes d'entrée. Les émotions sont des portes d'entrée, les mots sont des portes d'entrée. Donc ce livre de votre vie, il faut le visiter pour pouvoir finalement mieux comprendre ce qui s'est passé pour vous et comment vous pouvez vous réparer. Mais ce n'est pas que en comprenant que vous guérissez. C'est aussi en se construisant de nouveaux souvenirs par la parole. Parce que quand vous ruminez sans cesse les mêmes souvenirs, c'est que vous êtes bloqué quelque part. Être bloqué quelque part rejoint l'idée qu'on a l'âge de ces traumas. Si votre trauma est arrivé comme moi à 2 mois, on peut avoir éternellement 2 mois, et ainsi de suite. Mais lorsque vous mettez du souffle dans le récit
de la douleur. Lorsque vous élaborez avec un psychologue ou avec des proches, quand vous élaborez une pensée autour de ce qui s'est passé, c'est de l'oxygène dans la pensée, c'est du souffle, mais c'est aussi mélanger les temps. Vous n'êtes plus pas que l'enfant ou l'adolescente qui a souffert, ou l'adulte qui a souffert. Vous êtes cet autre qui est capable d'avoir du recul. Vous êtes cet autre qui vient finalement prendre la main à la personne qui souffre dans le passé. Donc ça guérit aussi par l'élaboration que l'on fait du souvenir. Et puis aujourd'hui, j'ai rajouté un troisième volet à la question de la réparation, parce que j'étudie effectivement beaucoup comment la psychologie, tu l'as dit dans ta très belle introduction, comment la psychologie, partout dans le monde, elle est active, elle est vivante, ce qu'on fait en Asie, ce qu'on fait en Afrique, ce qu'on fait au Brésil. Et il y a une espèce de déformation franco-française. Alors je le dis avec tout l'amour que j'ai pour ce pays qui est le mien, mais il y a des choses à réformer dans nos pays qui sont les nôtres. Et en France, il faut qu'on réforme un peu cette manière que l'on a de toujours cloisonner. Et on a cloisonné le corps et on a cloisonné l'esprit. Est-ce qu'il y a une légitimité à le faire? En tout cas, scientifiquement, non, parce que nous sommes corps et âme, et que le corps, quand il est accompagné aussi par la question de la manière dont le corps et l'âme marchent ensemble, le corps et l'esprit, eh bien, est aussi un outil qui peut guérir, qui peut aider dans la question des traumatismes dont tu me parles. Mais là où je pense qu'il faut réunir les deux, c'est que toujours dans notre espace franco-français, on a séparé les thérapies qu'on appelle les TTC, les thérapies comportementales, on s'occupe du corps et de la pensée dans un laps de temps plutôt court, et la clinique dans laquelle je suis, qui s'occupe des rêves, de la parole et du récit de vie et de l'élaboration de la pensée, mais pas forcément du corps. Et moi, je suis pour unifier, en allant voir ailleurs ce qui a été fait. Et unifier, pour moi, c'est comprendre que parfois, le souffle, comme on le dit en Asie, effectivement, parfois, le corps est tellement porteur du trauma que la pensée seule ne pourra pas suffire à délivrer le corps. Et de même, parfois, quand on vit des dépressions, l'esprit est tellement enfermé dans un carcan qu'il faut que le corps soit actif dans le fait d'aller chercher, entre guillemets, l'esprit. Donc pour moi, c'est intéressant aussi de s'occuper de son corps, par la méditation, par aussi le souvenir. Le souvenir, c'est très intéressant, Hanan, parce qu'on a tendance à penser que le souvenir, c'est que de la pensée, mais c'est aussi du corps. Parce que quand tu te remémores ce qui t'a fait souffrir comme ce qui te rend heureuse, bah, ton corps vit quelque chose. Moi, quand je me souviens, par exemple, du visage de ma mère, j'ai une sensation physique extrêmement apaisante, ou de mes grands-parents, par exemple. Et quand je pense à du traumatisme, bah, il y a des événements traumatiques et j'ai aussi une sensation. On vit tous cette expérience. Être vivant, c'est expériencer la manière dont le psychisme, l'âme, est façonné aussi par ce corps. C'est un va-et-vient. Et donc, prendre le temps de se construire de nouveaux souvenirs là où il y a eu de la douleur, c'est vraiment une réparation aussi corps et âme. Et pour qu'on comprenne bien, je prendrai un rapide exemple. On pourrait imaginer une personne qui a vécu un traumatisme professionnel. Et donc, à chaque fois qu'elle se reconnecte à son monde professionnel, elle tremble, elle a des sueurs froides. Mais ce n'est pas que le corps qui est traumatisé, c'est aussi l'esprit qui vit quelque chose. Eh bien, on pourrait imaginer qu'une partie de la thérapie, c'est prendre le temps de visualiser cet espace professionnel avec, par exemple, d'autres imageries qu'on ferait venir au cours de la thérapie ou même tout seul chez soi, qui soit apaisante. Une personne qui est apaisante dans la famille ou se mettre en mouvement en se sentant en sécurité avec soi-même. On peut faire tellement de choses avec l'imaginaire. Mais pour moi, ce qui est à réformer, et on pourrait aller beaucoup plus loin, c'est vraiment d'unifier ce que la psychologie aujourd'hui propose dans le monde francophone pour que le corps et âme puissent vraiment être dans un destin commun. Docteur Fanny, à présent, j'aimerais que l'on discute du retard imaginaire, puisque la société nous fournit des modèles biaisés, parfois destructeurs, et une notion du temps qui est plutôt idéalisée avec ce qu'il faudrait avoir accompli avant 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Et le constat que j'ai pu faire, c'est de voir des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans, qui sont dépressifs, qui culpabilisent, qui sont frustrés, qui alimentent un mal-être profond et qui peut même les conduire vers certains troubles psychologiques comme l'anxiété chronique ou la dépression, parce qu'ils ne sont toujours pas mariés à un tel âge, alors qu'on parle d'un âge très jeune, parce qu'ils n'ont toujours pas d'enfants, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ne font que se réorienter dans leurs études et qu'ils n'ont toujours pas obtenu de diplôme, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas riches alors qu'ils n'ont que 17 ans, 23 ans ou 25 ans. Et pour eux, ne pas être millionnaire avant 30 ans, c'est passer à côté de sa vie. Tout ça ne sont que des illusions sociales, ce sont des modèles de la société biaisés qui ne prennent pas en compte l'intimité d'un destin. Est-ce que tu peux nous partager ton avis ?
Alors, c'est là aussi une question très intéressante et réelle, parce que moi, je vois beaucoup dans ma clientèle de plus en plus de personnes qui se sentent justement en retard. En retard par rapport à quoi? Par rapport aux modèles, comme tu le dis, sociaux, qui sont différents d'un pays à une autre, d'une culture à une autre. En fait, nous avons des espèces de repères, comme tu le disais, à quel âge il faudrait se marier, à quel âge aujourd'hui, lié à tous les réseaux sociaux, à Instagram et à toutes ces imageries, on a effectivement l'impression que réussir sa vie, c'est avoir une certaine somme ou de démontrer des biens. Et en fait, tout ça n'est rien à l'épreuve de l'âme. Parce que ce qu'on peut tous ressentir, c'est que ce qui nous rend, entre guillemets, heureux, c'est une sensation intérieure et profonde qui n'est pas liée ni au temps ni à l'argent, mais qui est liée à finalement la manière dont on aurait besoin d'exister. Mais là aussi, ça demande d'avoir travaillé sur soi pour se séparer de la société. Jung appelait ça l'individuation, c'est-à-dire arriver à savoir en tant que sujet, en tant qu'être, qu'est-ce que moi je veux vraiment, au-delà des modèles sociaux autour de moi. C'est pas mal de désirer avoir de l'argent, mais par contre, il faut toujours se poser la question pourquoi? Si je désire avoir de l'argent pour avoir de l'argent, voilà l'écueil. On ne peut pas être heureux quand l'objet amène à l'objet. On est indéfiniment coincé. Si maintenant on veut de l'argent pour être en sécurité, on est pollué par la société qui nous a renvoyé qu'on était en insécurité. Et d'ailleurs, ça c'est très présent pour ma génération, les générations qui ont suivi. À l'école, on nous a poussé à se choisir des métiers pour avoir une sécurité. Et d'ailleurs, on parlait de trouver la voie où il y avait de la place. On nous a pas dit trouver la voie qui vous passionne. Alors certains ont eu de la chance. Et moi, grâce à Dieu, merci, j'ai eu mes parents. Et mes parents étaient dans un métier qu'ils m'ont transmis. Donc très rapidement, je savais que je voulais faire ça. Mais c'est pas du tout le monde scolaire qui m'a ouvert grand les portes. Parce qu'au contraire, on me disait, c'est des voies où il y aura pas forcément de la place. Mais tout ça, c'est de l'imaginaire de personnes qui ne savent pas. Tous les gens qui orientent ne sont pas des sachants de l'orientation. Ils sont pris dans des statistiques, ils sont pris dans des mouvements de société. C'est comme aujourd'hui avec l'IA, vous allez entendre sur les réseaux, oui, les métiers du futur, c'est les métiers manuels ou d'ingénierie. Mais en fait, on n'en sait rien. Et de toute façon, jamais une personne ne peut être heureuse ou heureux dans un métier qu'elle choisit pour la sécurité ou qu'elle choisit parce que la société te dit c'est ce métier-là qui te rendra heureux. Il est fondamental que chaque personne s'autorise vraiment, profondément, à être connectée à sa vocation. Qu'est-ce que je veux faire sur la Terre? La question de qu'est-ce que je veux faire sur la Terre, il faut la sortir des réponses liées au monde professionnel. Il faut que ce soit plus large. À 90 ans, je serai fière d'avoir fait quoi? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'habite? Et effectivement, tu le dis à la fin de ta question, on a un destin, on a ce que la psychanalyse appelait chronos, un temps intérieur qui ne dépend de rien ni de personne que de soi. Et on le voit bien d'ailleurs quand on observe les destins de vie, et c'est ce que je peux faire maintenant que je travaille depuis plus d'une décennie. J'ai pu voir des destins, en fait, c'est pas vraiment des destins, mais parce que c'est sur 10 ans, mais j'ai pu accompagner des gens sur le long terme, et j'ai pu voir des moments où une personne, elle est en quête de quelque chose, et puis on voit le moment charnière où quelque chose lui vient qu'elle ne contrôle pas, qu'on appelle ça destin ou Dieu ou ce que l'on veut formuler, mais il y a des moments dans la vie où que l'on veut, qu'on le veuille ou non, nous arrive ce qui doit nous arriver. J'ai vu aussi tellement de femmes traumatisées, et c'est vraiment quelque chose sur laquelle je vais être active, des femmes traumatisées parce qu'elles ne sont pas mariées, parce qu'elles n'ont pas encore eu d'enfants, elles atteignent les 40 ans, elles se sentent angoissées, et la société leur renvoie c'est trop tard. Ces questions aussi qu'on peut avoir au jour le jour, est-ce que tu as fait congeler tes ovocytes? Tu penses à un enfant à 40 ans mais c'est trop tard, tu n'es pas mariée à 36 ans, est-ce que tu trouveras quelqu'un? C'est des questions que les hommes aussi peuvent vivre, mais dans une moindre mesure, et c'est traumatisant. Et ça ne veut rien dire. C'est-à-dire les femmes sont traumatisées par un savoir qui n'en est pas un. Parce qu'en fait, moi dans ma clientèle, j'ai pu voir des femmes à 49 ans qui avaient leur premier enfant. Qu'a-t-on à en dire? Rien. Doit-on juger? Mais sûrement pas. Parce qu'en fait, ça ne dépend de personne que de celle ou celui qui est marcheur dans sa propre vie. Et quelqu'un qui met du sens trouve. Donc en fait, il y a des destins où on met plus de temps à se trouver, à se rencontrer, à savoir ce que l'on veut faire professionnellement parlant. Et moi qui suis, comme je le disais, très spirituelle dans mon approche du monde, liée aussi à mes traumas, liée à ce que j'ai vu, moi je suis convaincue effectivement que Dieu est là, nous écoute et nous entend, mais aussi nous amène sur le chemin les bons moments pour accéder à ce que l'on veut. Et dans les destins de femmes que j'ai pu accompagner, je parle beaucoup des femmes puisque l'horloge biologique est très présente, notamment, j'allais dire notamment en Occident, mais c'est pas vrai, c'est un peu partout. J'ai vu des personnes qui avaient peur de jamais rencontrer la bonne personne,
Mais heureusement qu'elles ont travaillé sur elles. Heureusement qu'elles ont fait une thérapie, qu'elles ont été patientes, qu'elles ont cheminé avec elles-mêmes. Parce que bien souvent, quand on n'est pas avec la bonne personne, ou qu'on ne rencontre pas la bonne personne, ça laisse du temps avec soi. Donc c'est une rencontre avec soi-même. Et je les ai vues ensuite rencontrer la bonne personne, être heureuses, se marier, exister. Et s'il n'y avait pas eu ce temps qu'elles ont pu prendre avec elles-mêmes pour se découvrir, avancer, construire, je pense qu'elles seraient bien moins épanouies. Donc il faut vraiment arriver à se dire que dans cette vie, on ne contrôle pas tout. Chaque science amène un tout petit bout de savoir sur ce monde, et heureusement, c'est bien qu'on puisse étudier, regarder, observer, mais on ne sait pas tout. Le mystérieux habite toutes les sciences, des mathématiques à la physique, à la psychologie, et ce mystérieux-là nous laisse la possibilité de mettre un point d'interrogation sur le pourquoi. Un point d'interrogation, ça peut aussi amener à être confiant en son chemin, confiant de ce qui peut vous arriver sur la route au bon moment et à la bonne heure. Et ce qui m'apparaît aussi important, c'est qu'il ne faut pas que ça rende ceux qui nous écoutent et puis toute personne qui est en train d'exister, tous les marcheurs de cette vie et de l'existence, il ne faut surtout pas que ça rende attentiste. Parce que réussir sa vie, c'est vraiment être actif dans cette marche que l'on mène. Réussir sa vie, c'est vraiment être dans l'effort de ce que l'on veut trouver, mais sans être défaitiste, sans être abandonniste, en étant vraiment dans l'idée que la nuit dure jusqu'à ce que l'aube arrive, et l'aube arrive toujours. Et d'ailleurs, dans la notion islamique, eh bien, il y a la question de la destinée qui ne rend pas attentiste, puisqu'on doit mener un effort sur sa propre vie. Donc il y a quand même l'idée que l'on a un destin, et c'est un destin sur mesure. C'est assez émerveillant, parce qu'on peut faire confiance alors à ce qui arrive sur le chemin, lorsqu'on est dans l'accueil, mais aussi, je le répète, c'est fondamental pour moi dans l'action. Mais dans le catholicisme, on trouve aussi cette notion, puisqu'il y a cette parole de Jésus qui invite à ne pas prendre les routes linéaires, mais à prendre les routes sinueuses. C'est aussi une belle image, à gravir sa montagne en n'ayant pas peur de prendre des routes sinueuses qui nous mènent au sommet. Donc que ce soit la spiritualité ou que ce soit la psychologie, eh bien, ça amène un savoir très important. Le temps auquel tu peux te fier, c'est le temps intérieur. Et ce temps intérieur, il ne faut absolument pas le faire dépendre de ce que la société amène comme modèle. Et j'amènerai un troisième point qui me semble fondamental. On voit à quel point la société, quand même, elle se trompe. D'ailleurs, Jung le disait aussi, d'une certaine manière, la pensée de masse, elle est toujours en deçà de la pensée singulière. Donc, suivre les grands mouvements, se marier à tel et tel âge, avoir la grande maison, avoir la voiture au bon moment, la voiture qu'il faudrait avoir, c'est tellement trompeur. En fait, c'est bâtir sa vie sur cette ligne-là. Alors que moi, j'invite toute personne, et c'est ce que je me pousse à faire, c'est bâtir sa vie avec l'idée de la transcendance. C'était le schéma que tu connais peut-être de Frankl Victor, qui a établi effectivement que lorsque l'on est dans vivre son existence en se disant, par exemple, je dois avoir une maison, j'ai ma maison, je dois avoir une voiture, j'ai ma voiture, je dois avoir telle ou telle promotion, j'ai telle ou telle promotion, on ne met pas de sens dans ce qu'on bâtit, et vient le moment où on est resté au sol, on ne s'est pas élevé. Alors lorsqu'on se pose toujours cette grande question, pourquoi je fais les choses, où est-ce que ça m'emmène, ce travail que je veux, c'est pour y faire quoi, cette existence que je veux mener, cet argent que je veux avoir, c'est pour y faire quoi, de quelle manière ça va impacter mon âme, eh bien on va finalement beaucoup plus haut. Donc le temps est important dans cette vie quand on le fait sien et qu'on comprend finalement que arrive au bon moment ce qui doit arriver sur le chemin de cette destinée qui est singulière. C'est des destinées singulières que nous menons. C'est très juste et très beau ce que tu dis, et je suis persuadée que ton discours fera beaucoup de bien, parce que j'ai toujours mis un point d'honneur dans chaque émission et chaque podcast que j'ai pu faire, d'avoir un discours déculpabilisateur vis-à-vis des personnes. Et chez les musulmans, effectivement, l'action est très importante. On nous dit qu'il faut faire les causes et laisser le résultat, la finalité à Dieu. Ou comme quoi, chez les musulmans, il est aussi dit que il se peut qu'on souhaite absolument obtenir une chose alors qu'elle est un mal pour nous, tout comme il se peut qu'on soit réticent, voire qu'on refuse une chose alors que finalement elle est un bien pour nous. Docteur Fanny, comment vivre pleinement le présent sans avoir sans cesse ce besoin de se projeter dans le futur ou ressasser le passé? Comment se déconnecter pour mieux se reconnecter à nous-mêmes? Déjà comprendre à quel point le présent peut éclairer et que bien souvent on est dans le sens contraire. C'est le passé qui éclaire le présent. Donc vous êtes dans des vies où vous marchez, vous vivez votre existence
avec tout un bagage énorme qui ne vient pas, même pas que de votre vie à vous, comme je dis souvent, d'un âge immense sur plusieurs générations. Donc, il faut prendre en compte que ce présent est éclairé par quelque chose. Et si vous voulez renverser la vapeur pour arriver à vivre pleinement, comme tu le disais, l'existence, ou pour pouvoir traverser la route que l'on a à mener, peut-être avec moins d'angoisse ou avec des sensations de joie, parce que je pense qu'on ne peut pas être tout le temps joyeux. C'est sûr, cette vie nous confronte à l'ombre et la lumière, comme le disait Carl Gustav Jung, mais on pourrait aussi citer le Coran qui dit que cette vie nous secoue. On ne pourra pas vivre en échappant à la secousse, c'est clair. Et la secousse, de toute façon, on en a besoin. C'est un constat qu'on peut tous faire. Et en fait, ça en dit long. Quand on observe le monde, ça en dit long sur ce que l'existence nous propose. Quand vous regardez des personnes qui ont été très éprouvées, je cite souvent les personnes qui sont en soins palliatifs parce que j'ai pu y passer du temps. On y voit souvent des personnes extrêmement éclairées, extrêmement éclairantes. On sent la sagesse de la personne qui est proche de la mort. Mais prenez les grands éprouvés de ce monde et discutez avec eux. Vous allez trouver aussi en eux une sagesse qu'on ne trouverait pas ailleurs. Et moi, dans ma patientèle, quand j'ai des personnes qui viennent et qui se sentent profondément écorchées, il y a l'écorchure, mais il y a la lumière de l'écorchure qui vient. Donc en fait, nos épreuves, elles nous façonnent, elles nous ombrent parfois, mais elles nous orientent aussi à voir le monde d'une certaine manière et elles nous donnent un éclairage, un savoir qui est tout à fait différent de ce que l'on a quand on n'a pas encore traversé ce que l'on a à traverser. Donc il faut travailler sur sa vie, travailler sur ses épreuves. Si vous n'êtes pas dans le présent, si vous êtes angoissé, si vous ressassez le passé, ou vous avez constamment l'impression que le futur ne va pas aller, ou vous avez des ruminations négatives. Et là, Hanan, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'il y a plein de mécanismes inconscients qui peuvent amener à être négatifs. Je vais en citer 3 que je vois très souvent, mais ce serait infini cette conversation. Vous pouvez trouver des personnes qui vont constamment être dans ce qu'on appelle en Angleterre le worst case scénario, qui vont toujours projeter le pire, et c'est une manière inconsciemment de s'y préparer. Ça peut venir de traumatismes où on a été surpris par le mal, surpris par l'épreuve, ou ça peut venir de vos parents qui ont été surpris par le mal, surpris par l'épreuve, et qui vous ont élevé avec l'idée de attention, attention danger, attention ce qui peut arriver. Donc on est conditionné, on est dans ce que j'appelle une hyper-vigilance au drame. Et on ne peut pas simplement dire à ces personnes « apprenez à être positif », non. Il faut arriver à ce que la personne, elle accepte de se détacher de ce mécanisme inconscient. Parce qu'à court terme, ça l'a aidée, puisqu'elle se sent protégée par le fait de prévenir le mal en l'imaginant. Et à long terme, on le sait, quand on prévient le mal, parfois on le déclenche, ou en tout cas on se fait vivre dans une ambiance anxiogène constante. Donc c'est un mécanisme qui était intelligent à un moment donné de la vie et qui devient toxique quand il s'étale sur le temps. Un deuxième mécanisme de ceux qui sont souvent à ressasser soit le passé, soit à être dans l'angoisse de demain, c'est qu'ils n'ont pas appris, et la vie ne nous l'apprend pas malheureusement dans ce que l'on a à l'école par exemple, ils n'ont pas appris à miser sur eux. Donc pour eux, la sécurité, elle est extérieure. Une personne qui va les sécuriser, ou un système qui va les sécuriser, ou des idées, justement, un travail, une structure qui va les sécuriser. Mais comme tout est amené à bouger par le temps, par les épreuves et par ce que l'on vit, on ne peut pas miser que sur l'extérieur. Il faut trouver en soi quelque chose de plus grand que nous, en quoi on a confiance. Certains, ça peut être le lien qu'ils nouent avec Dieu. D'autres, ça peut être le lien qu'ils nouent avec eux-mêmes ou même aux ancêtres. Par exemple, j'ai la chance d'avoir aussi une patientèle en Afrique. Et puis, dans certains pays, il y a le rapport aux ancêtres qui est extrêmement vivant et présent. On connaît le nom de ses aïeux sur plusieurs générations. On fait appel à eux. Et donc, c'est une structure intérieure qui est aussi très aidante, finalement. Mais que ce soit par la croyance en nos ancêtres, que ce soit la croyance en Dieu ou la croyance en soi, ça définit quelque chose de bien plus fort que l'extérieur. Et donc, il faut aussi arriver à miser un peu plus sur soi. Et le troisième point qui fait que parfois, on n'est pas dans le présent et on est constamment dans le passé, c'est ce dont on parlait au début de notre entretien, les traumatismes qui n'ont pas été réglés. Et j'en reviens à cette fameuse phrase, on a l'âge de nos traumas. Si vous ne prenez pas le temps d'aller apaiser l'enfant, l'adolescent ou l'adulte qui souffre quelque part, si vous ne prenez pas le temps de donner sens au traumatisme, il sera envahissant dans votre présent. Et donc, il faut essayer de comprendre de quelle manière votre présent est englué ou abîmé par quelque chose qui a à voir avec une mauvaise connexion au monde. Ça passe par ce dont je vous expliquais, la thérapie. Mais aujourd'hui, je développe aussi un rapport au souvenir et au corps. Quand je dis le corps, c'est la manière, comme je le disais, dont le souvenir impacte le corps. Et en fait,
quand on est pris dans ces mouvements, eh bien, il faudrait que chaque matin, on ait idée, on ait en soi la conscience, attention, en moi, il y a une douleur qui prend trop de place. Donc, presque de manière robotique, il faudrait construire ces journées jusqu'à ce que ça aille mieux, en répétant des actions qui permettent quand même de sortir du trauma. Parce que le trauma, c'est finalement une accumulation de mauvais souvenirs, ou un mauvais souvenir, et après tout s'est connecté à ce mauvais souvenir-là, qui fait qu'on ne vit pas sa vie en connaissance de cause, on la vit en connaissance de souffrance. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui vit constamment chacune de ses journées avec la peur inconsciente ou non consciente que ce qui s'est passé dans le passé, qui a peut-être même été oublié, se reproduise. Donc tu vois à quel point ça peut charger le moment présent. Et si maintenant on part de cette hypothèse qu'on a des choses à régler, alors il faudrait chaque matin construire des pensées positives, même si on n'y croit pas tant que ça. Ne serait-ce que de se dire je dois me connecter au positif, le fait simple, quand on a des pensées négatives qui viennent, de chercher 3 autres hypothèses qui vont dans le sens contraire, et d'avoir cette hygiène de pensée, c'est déjà se créer du souvenir. Parce qu'un jour, vous vous souviendrez de la personne que vous avez été, qui chaque matin se levait avec l'effort de trouver des hypothèses positives. C'est aussi toutes ces personnes, aujourd'hui on en parle beaucoup dans le développement personnel. Alors moi je me différencie du développement personnel parce que je pense quand même si ça peut beaucoup aider, que c'est intéressant d'y mettre quelque chose qui va comme du côté un peu plus de l'âme. Parce que le développement personnel, il y a dans ce mot-là le développement et le personnel, mais c'est pas que personnel. C'est plus grand quand on travaille sur soi que le développement de soi. En fait, on se développe dans le monde, alors on développe le monde, tu vois, c'est beaucoup plus large. Mais en tout cas, dans les techniques de développement personnel qui sont proposées, par exemple, avoir de la gratitude, qui nous vient aussi d'Asie, parce qu'ils travaillent aussi beaucoup avec ces notions-là, avoir de la gratitude, du contentement, la notion de contentement qu'on trouve beaucoup en islam, la notion aussi de contempler le monde et que le monde nous réponde. Tout ça, c'est une hygiène de l'esprit. Se poser chaque jour comme un médicament et prendre le temps de regarder les arbres, de regarder la nature, même dans nos milieux urbains, on peut trouver cette nature. Tout ça, c'est une hygiène de vie et une hygiène de santé qui peut vraiment amener à un peu plus profiter et faire quelque chose de ce présent. Mais pour moi, je pense vraiment, et c'est ce que je constate dans mon métier et c'est ce que je constate dans ma vie, il n'y a pas de vie qui aille bien sans un effort sur sa propre vie. Ça va demander de l'effort, c'est sûr, mais après, l'effort devient une habitude de vie. Et c'est pour ça que l'on peut dire que dans le mot effort, il y a le mot fort. Effectivement, l'effort rend fort. Et tu vois, on parle aussi du fait qu'il faut être conscient de sa pensée. C'est ce que je parlais dans la manière en Asie de l'Est, notamment dans la culture bouddhiste, dont on vit la pensée. En fait, pour eux, il y a vraiment l'idée d'observer sa propre pensée. C'est-à-dire, tu es un âne et à l'intérieur de toi, il y a un regard sur le monde et tu es capable de me dire, moi, Hanan, je regarde le monde d'une certaine manière parce que tout ça, c'est finalement, effectivement, que tu peux t'observer penser. Si tu peux t'observer penser, alors tu peux agir sur ta propre pensée. Et parfois, tu peux être le tuteur de ta pensée et te dire attention, quand je prends ce chemin-là de pensée, je suis dans le négativisme. Attention, quand je suis en train de ressentir de l'angoisse et que je choisis de ne pas creuser mon angoisse ou je me dis ça va passer, je n'y fais rien, c'est un choix. Et ce choix est pas forcément le bon. Et troisième point qui m'apparaît fondamental, c'est qu'on doit vraiment faire l'effort tous. Ça paraît difficile à faire, mais il faut le faire, et ça paraît presque utopiste. Mais moi, je me force à être comme ça dans ma vie. Il faut vraiment qu'on se dise que la pensée positive, c'est pas la pensée la plus facile, parce que la pente de nous, les êtres humains, c'est la pensée négative. Mais quand tu fais l'effort chaque jour d'avoir une pensée positive, finalement, tu gagnes quelque chose de grand, parce qu'on le sait que nos pensées influencent le cours de l'existence. Et là aussi, dans la psychologie, comment et pourquoi ça influence l'existence? Parce que l'on vit quand même l'écho de notre propre pensée. Quand je suis venue ici, par exemple, je me disais que ça allait être un entretien qui allait être très intéressant, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais imaginons qu'avant de venir, j'avais eu un autre type de pensée, j'aurais pu avoir une autre énergie, ça aurait entraîné autre chose, et de même toi, tu es là avec ton énergie qui va avec ta pensée. Ça ne veut pas dire se forcer à être constamment positif, on a le droit d'être mélancolique, moi je suis une grande mélancolique, on a le droit d'être en colère, mais par contre, la pensée, il faut la travailler. Oui, ok, sois en colère, mais quel monde tu veux trouver? Si tu veux être en colère et traverser le monde en voyant le monde à travers ta colère, oui, c'est ce que tu feras, mais est-ce que tu verras la beauté? Est-ce que tu verras la couleur du ciel? Est-ce que tu verras l'énergie des gens? Est-ce que tu pourras profiter de rencontres que tu n'aurais même pas vues, perdues dans ta colère? Donc il faut vraiment avoir une conscience quand même que l'existence telle que tu l'amènes a à voir avec comment tu penses ton monde. Et enfin, il ne faut vraiment pas être trop dans une exigence
justement, c'est-à-dire, il faut être dans l'effort, mais tu tombes 1000 fois, c'est pas grave, et tu te relèves 1000 fois. Parce que Dieu nous a voulu comme ça, nous sommes des êtres très complexes, le système émotionnel sur le plan biologique, physique et psychologique, il est complexe. En plus, on sait qu'il y a l'héritage de nos parents, ça ne peut pas se travailler comme ça. On ne peut pas se lever un matin et se dire « Ok, je suis positif » et tout sera positif. Ça prend du temps, c'est une histoire de temps et il faut accepter la chute. Mais la chute, c'est ce qui permet l'élévation. C'est comme ça que les textes sacrés nous en parlent. La chute d'Adam a permis leur élévation. C'est comme ça qu'on le voit sur la terre, tu chutes, tu te relèves. Donc il faut se dire que chaque journée, c'est une nouvelle opportunité. Chaque seconde, c'est un renouveau. Chaque minute permet de faire mieux. Mais si tu fais pas mieux, si tu te retrouves encore dans ton ombre, c'est pas grave, travaille sur toi. Explore ton ombre jusqu'à ce que ta pensée, et ta pensée connectée à quelque chose de plus grand, pour les croyants connectés à Dieu, puisse éclairer cette zone de toi. C'était extrêmement intéressant. J'étais à fond, j'étais en train de boire tes paroles. Effectivement, c'est bon de le rappeler que beaucoup de personnes sont en quête du bonheur permanent alors qu'il n'existe pas sur Terre. Pour nous, musulmans en tout cas, on a cette vision de bonheur permanent qui se passera pour ceux qui auront accès au paradis et que l'épreuve est inhérente à la condition humaine, mais que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Et effectivement, chez les musulmans, on a également l'importance de développer l'art du contentement et l'art du détachement, l'importance également de la gratitude, c'est la reconnaissance divine et même une obligation. Et dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que tu parlais de l'importance de contempler le ciel, etc. Je ne sais pas si tu connais le célèbre psychologue soudanais Malik Badri, qui est considéré comme le père fondateur de la psychologie islamique et qui a écrit un très bel ouvrage qui s'intitule Contemplation méditative, qui est très difficile d'accès en français, donc on le retrouvera généralement en anglais, mais tu parles anglais et tu vis à Londres, et qui a très 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 bien développé la notion du rappel divin chez les musulmans qu'on appelle le dhikr, l'istighfar aussi, qui est important pour enlever tous ces wasawis et ces khawatir, donc toutes ces réflexions négatives et ces pensées de Satan qui vient alimenter un état de mal-être profond qui peut en plus se coupler à des troubles psychologiques comme la dépression. Et la notion de méditation contemplative, elle est très importante en islam. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'ouvrage de Malik Badri, c'est qu'il a quand même reconnu qu'il est beaucoup plus difficile pour une personne qui vit en terre occidentale et qui métro, boulot, dodo, de développer cet acte d'adoration qui est considéré chez les musulmans comme un acte d'adoration. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai, mais jusqu'à ce qu'on sache que c'est possible. C'est-à-dire que on a été quand même dans les milieux urbains, on a été coupé de nous parce que nous sommes la nature et la nature est en nous. Mhm. Et en fait, on trouve effectivement cette notion centrale dans l'islam de la contemplation, mais ce qui est tout à fait finalement étonnant, c'est qu'on est une exception, nous, dans le monde franco-français, de ne pas utiliser la nature pour ce qu'elle est. On l'utilise de manière assez périphérique. Ce que je dis souvent, c'est qu'on va nous proposer effectivement en Angleterre, vous avez par exemple ce qu'on appelle donc je cite souvent l'Angleterre parce que je vis en Angleterre, la Green Prescription, qui est en fait dans les hôpitaux, c'est au NHS, donc le système hospitalier anglais. On va proposer aux personnes qui sont en dépression ou qui ont des cancers d'aller se promener dans le départ. Donc on leur propose, mais c'est pas central. Et par exemple, pendant longtemps, on critiquait, on voyait ça comme un peu des illuminés qui allaient toucher des arbres pour avoir l'énergie ou qui allaient marcher pieds nus. Et aujourd'hui, la science, les neurosciences et comme la physique disent non, la Terre a une énergie. Quand tu marches, tu reçois quelque chose de cette Terre. Quand tu touches un arbre, quelque chose se passe. Et quand on pense que cette création fait partie justement de cette cosmologie divine, à quel point c'est émerveillant que cette nature, elle est en fait centrale. Et vous avez un courant de pensée qui s'appelle l'éco-psychologie, qui dit quelque chose de tout à fait fondamental, que finalement, alors qu'en France, vous savez, on a parlé de l'ensauvagement pour parler d'une civilisation qui serait de plus en plus sauvage et qui irait mal, et puis ça a été utilisé dans les milieux racistes d'extrême droite. Et en fait, l'éco-psychologie propose l'ensauvagement comme un retour à la nature profonde que l'on porte en soi, donc la connexion à la nature. Donc là, l'ensauvagement, redevenir sauvage, c'est pas redevenir
moins civilisé. C'est se civiliser par cette nature qui nous parle et qui n'est pas à côté de nous, mais en nous. Et en Asie, mais dans les pays du Nord aussi, comme le Danemark par exemple, ou comme la Norvège, des pays qui ont aussi un rapport à la nature profond, eh bien, on propose de manière centrale dans les thérapies de se plonger dans cette nature. Et en Asie, je vous parle de l'Asie parce que justement, j'ai fait un cours, comme tu le sais, Hanan, hier ou avant-hier, sur la manière dont en Asie c'est aussi central. La nature, on la traite pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, elle fait partie de nous et nous faisons partie d'elle. Donc en fait, quand on sait ça, quand on sait à quel point il y a un écho, et quand on étudie aussi la biologie ou la médecine, et qu'on sait que ce n'est pas une idée folle que de penser que la Lune a un impact sur nous, on le sait, la Lune a un impact sur les animaux, sur la pousse de l'herbe par exemple, sur la floraison des fleurs, donc c'est un fait avéré. Pourquoi la Lune n'aurait pas un effet sur nous qui sommes faits d'eau, qui sommes des cellules, qui faisons partie aussi de ce monde humain? Et on le sait, les saisons, par exemple, quand on parle de la dépression qui arrive en hiver, Hivernale, ouais. c'est qu'on pose l'hypothèse ou le paradigme que l'hiver a un impact sur nous. Parce que oui, la lumière a un impact sur nous. Tout ça nous impacte. Et en plus de ça, il y a des signes dans cette nature qui nous parlent profondément de notre nature à nous, commune. Par exemple, quand on voit des orages, on voit finalement un orage qui éclate et puis la manière dont l'orage ensuite fait partie de la faune et la flore. Et on voit aussi à quel point finalement la nature se remet de l'orage et se nourrit de l'orage. Ou les grandes averses quand il y a par exemple une pluie très forte qui pourrait ressembler à ce qu'on peut parfois avoir à l'intérieur de soi. Parfois on peut avoir l'impression qu'à l'intérieur de soi c'est une tempête de sable ou qu'il y a une profonde pluie. Mais si tu regardes la nature et ces saisons-là qui sont des métaphores de nous, eh bien la pluie elle sert. La nature, elle a besoin de cette pluie. Nous sommes faits à l'image de la nature et la nature, elle est à l'image de nous. Quand tu sais ça et que tu sais aussi que partout ailleurs dans le monde, la nature, elle est utilisée de manière centrale et j'aime même pas le mot utile, je vais le dire autrement. La nature, on la prend pour finalement une vraie maison intérieure et extérieure. Donc dans de nombreuses médecine chinoise ou dans l'ayurvédique, qui est la médecine indienne, cette nature, elle est soignante et on y vit quelque chose d'une vraie connexion. Quand tu sais ça, bah, tu dois te forcer quand même à vivre quelque chose, même dans les milieux urbains. Moi, c'est ce que je fais. Je vis en Angleterre, je vis à Londres, c'est très urbain. Mais c'est vrai qu'à Londres, il y a des parcs partout, il y a des arbres partout, un peu plus qu'à Paris. Mais cela dit, partout il y a un parc, partout il y a un ciel, partout il y a la nuit que l'on peut observer. On a tous une nuit où on peut sortir sur un balcon à la fenêtre et se poser des questions en admirant le calme. Même le bruit de la nuit, moi je le trouve fascinant, hein. Cette nuit, j'ai écouté un peu ce silence qui n'en est pas un. On y reçoit quelque chose. Donc il faut méditer cette nature et accepter qu'on a fait des choix. Et puis il y a eu des choix de civilisation. L'urbanisme, effectivement, notamment en France. Je vais parler de la France parce que je connais moins les autres milieux. Mais en France, l'urbanisme, dans de nombreuses villes citadines, elle n'a pas été pensée pour qu'on soit tous en harmonie les uns avec les autres et puis connectés à la nature. Elle a été pensée pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, entre guillemets. Donc c'est les grands buildings. Elle a été pensée pour qu'on soit rassemblés autour de nos métiers. Donc c'est le rendre central l'idée de la profession. Donc en fait, c'est un rapport au monde qui a construit nos maisons, c'est vrai, mais on a moyen de manière individuelle aujourd'hui de prendre soin de son âme. Et prendre soin de son âme, c'est là aussi l'hygiène de l'esprit, l'hygiène du corps, de se forcer tous les jours à se connecter à un bout de nature, ne serait-ce qu'en regardant le ciel et en ressentant que ce ciel a une importance à l'intérieur de soi. Je te rejoins et effectivement, tout a été fait pour alimenter le système capitaliste et néolibéralisme. Et concernant je n'ai pas envie d'avoir une approche complotiste, loin de là, mais effectivement, en France, je te rejoins sur le fait qu'on ne prend pas en compte l'âme, la santé et tout le milieu de la verdure, contrairement Greenpeace ou Greenplace, Oui. ça que t'appelais, à Londres. Non, la Green Prescription. Mais voilà, à Londres. Et en fait,
quand tu regardes bien des études en neuroarchitecture et notamment des études de l'OMS ont démontré que les couleurs vertes et le bleu aidaient à diminuer le stress, l'anxiété, mais aidaient également à la concentration, à favoriser la mémoire. C'est pour ça que moi qui est encore étudiante, à l'université, on retrouve beaucoup d'espaces de verdure, tout comme aujourd'hui dans les multinationales, des grands groupes, notamment BNP qui est à boycotter, on retrouve beaucoup de verdure. Donc voilà, ça a été prouvé que ça aide à la concentration, favoriser. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser la productivité des employés et le rendement de l'entreprise. Donc tout est pensé autour de cette idéologie capitaliste, mais eux-mêmes aujourd'hui ont saisi l'importance de la verdure, des couleurs vertes et des arbres et des plantes. Fanny, à présent, j'aimerais que l'on parle d'un sujet, un sujet d'actualité, à savoir celui de l'intelligence artificielle et de la psychologie, puisque de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ne veulent plus consulter de psychologues qu'elles considèrent comme incompétents et qu'elles considèrent des applications comme ChatGPT comme beaucoup plus utiles et en plus gratuites. Qu'as-tu à nous dire dessus ? Alors, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais moi, je ne le vis pas dans ma pratique parce que je n'ai pas de personnes autour de moi qui préféreraient ChatGPT ou l'IA à un humain parce qu'en fait, c'est mal connaître la psychologie, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas fait de thérapie. Parce que la psychologie, elle ne repose pas que sur ce qui t'est donné en termes de mots, elle repose sur un lien. Tu as une vraie personne qui t'écoute et qui est avec toi sur le bateau et qui t'emmène quelque part avec tes propres mots. C'est tantôt un compagnon de route, tantôt un guide, tantôt un miroir. C'est cet autre qui t'écoute. L'IA n'écoute pas. L'IA prend les données et t'amène une réponse. Deuxièmement, l'IA, malheureusement, c'est en fait la moyenne du monde qui te répond. Pourquoi je dis la moyenne ? Parce que l'IA travaille sur tout ce qui a été écrit et qui est online, entre guillemets, et donc t'apporte des réponses précises et pointues. C'est vrai, mais basées sur ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit, c'est la moyenne du monde. La moyenne du monde avec en moins toutes les civilisations qui n'ont pas rendu leur culture ou leurs mots à l'écrit. Donc par exemple, on le sait, le Wolof par exemple, ne représente à mon avis pas beaucoup en termes de statistiques dans tout ce que l'IA traite. Parce que l'IA, pour l'instant, en tout cas ChatGPT, c'est une pensée occidentalisée. D'ailleurs, le modèle de réponse qu'elle renvoie, c'est pas du tout universel, vous avez sans doute remarqué, et c'est pour ça que moi ça me désole que quand je regarde sur les réseaux, maintenant c'est trop lissé tout ce que les gens écrivent puisqu'ils suivent ChatGPT et ce que ChatGPT propose. Et ce que ChatGPT propose, c'est toujours le même modèle. Elle va vous dire, vous allez par exemple lui demander qu'est-ce que l'intellectualité, elle vous dira l'intellectualité n'est pas quelque chose, l'intellectualité est quelque chose. Donc on est dans la pensée binaire occidentale, ce n'est pas, qui est en premier lieu déjà, ce n'est pas la pensée asiatique, parce que vous le savez, et pour ceux qui ont suivi les cours à Shifa, la pensée asiatique ne repose pas sur le postulat qu'un objet, on peut le définir par une seule notion. On n'est pas dans la pensée rationnelle, 1 plus 1 égale 2. On est dans la nuance. C'est pour ça que la pensée asiatique, c'est souvent une pensée qui résonne sous forme de proverbe et qui invite à se questionner. Et donc, c'est assez triste de se dire que quand vous parlez avec ChatGPT, vous recevez les réponses de la moyenne du monde et en plus, vous recevez des réponses qui sont normées. Donc pour moi, ChatGPT peut aider quand on veut avoir, par exemple, quand on demande quelle théorie dit telle ou telle chose, donne-moi toutes les théories, par exemple, sur telle ou telle notion. Ça peut être utile parce que là, ChatGPT va faire ce qu'elle doit faire, va vous faire une sélection d'articles. Et encore, il faut aller plus loin parce que la sélection d'articles, elle va être en premier lieu dans votre langue. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Si vous étudiez un sujet et que vous voulez avoir des avis dans d'autres langues, il faut que vous poussiez ChatGPT à aller chercher dans ces autres langues. Donc, il faut apprendre à se servir de l'IA pour que l'IA ne vous domine pas. Moi, je pense que l'IA est intéressant quand vous restez le maître, entre guillemets, de la technologie et que donc vous savez où vous allez, vous avez une idée et votre pensée, même si c'est infime, va impacter l'IA parce que vous la mettez, votre pensée, dans le prompt. Vous discutez avec l'IA en donnant quelque chose de vous. Mais tous ceux qui sont devenus esclaves de l'IA et qui n'ont plus leur propre pensée et qui écrivent leurs posts, leurs livres, leurs messages, parfois leur email, qu'avec ChatGPT, mais c'est dommage parce que leur style, il est complètement effacé et même leur pensée est complètement effacée.
Et en plus, ChatGPT fait des erreurs. Parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi l'IA fait des erreurs, l'intelligence artificielle fait des erreurs, mais elle fait des erreurs. Et donc parfois, vous pouvez poser des questions. J'ai beaucoup de patients qui vont faire ça aussi, qui vont par exemple demander dans telle ou telle situation, il ne m'envoie pas de message, qu'est-ce que je fais, pourquoi il ne m'envoie pas de message? Si vous orientez pas à l'intelligence artificielle, elle va vous répondre la moyenne du monde, donc du n'importe quoi. Elle pourrait dire dans ce cas de figure, et je l'ai déjà vu, que cette personne, par exemple, ne s'intéresse pas à toi, alors que ça peut être une personne qui a un attachement évitant. Et si vous mettez pas l'IA sur la voie en lui disant « mais si cette personne a un attachement évitant, est-ce que ça veut dire autre chose ?» Ben l'IA, elle peut développer toute une théorie qui va vous éloigner de ce que vous êtes en train de vouloir savoir. C'est comme si vous parliez avec un ami qui ne serait pas un sachant, il peut vous donner un bon conseil, mais vous ne pouvez pas vous y fier les yeux fermés. Et le problème, c'est que de plus en plus de personnes se fient à l'IA les yeux fermés. Et on peut faire ce que l'on veut, on peut rendre l'IA de plus en plus performante, elle sera de plus en plus pointue, et nous, les professionnels de la santé, on pourra l'utiliser comme une forme de base de données qui pourra nous permettre d'aller au-delà des langues, parce qu'on pourra effectivement avoir des articles scientifiques écrits dans des langues qu'on ne connaît pas. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup pour avoir la traduction d'articles psychologiques en langue arabe, en langue asiatique, par exemple, puisque j'ai fait beaucoup de recherches sur ces notions-là. Donc, ça m'aide dans la traduction, mais même comme tout traducteur, on ne peut pas être sûr à 100% d'être au plus près du mot, mais ça, c'est pas grave, c'est comme avec les humains. Donc, c'est un bel accompagnant de vie, mais par contre, ça a profondément ses limites. Et je pense que l'IA mal utilisée abîme notre population, déjà parce qu'elle normalise la différence, ensuite parce qu'elle occidentalise la pensée, parce que finalement, c'est cette pensée de masse que l'on trouve un peu partout, et parce que aussi, les gens écrivent de moins en moins, et ils remplissent leur espace d'écrit de ChatGPT. Donc en fait, ChatGPT pouvait devenir un outil extrêmement fort si on était tous à y mettre notre propre pensée et qu'on élevait la pensée de masse. Mais là, on n'est pas en train d'élever la pensée de masse, on est en train de prendre la pensée qu'elle nous donne comme argent comptant. Et je pense que dans quelques années, il va y avoir un retour de la manivelle. Par contre, moi, je suis vraiment pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans certains domaines. Le domaine du médical, la question du cancer, pouvoir déceler les cancers, déceler les maladies. Pour moi, c'est un outil fabuleux. Mais comme pour tout, ce que crée l'homme est toujours fait d'ombre et de lumière. Tous les réseaux sociaux, Internet, la technologie, on trouvera toujours l'ombre et la lumière. Et donc l'IA a sa lumière, mais a aussi profondément son ombre. Par contre, on peut aussi s'amuser avec l'IA. Donc je pense qu'il ne faut pas le prendre comme donnée unique. Mais ceux qui utilisent ChatGPT, utilisez-la au moins de manière constructive. Et par exemple, vous pouvez dire à l'IA, parle-moi comme si tu étais Carl Gustav Jung, et poser des questions à cette IA qui prendra tous les écrits de Carl Gustav Jung pour vous répondre. Mais ne perdez pas de vue comment elle peut vous répondre en étant Carl Gustav Jung. C'est qu'elle va traiter toutes les données qui sont online, il y en a beaucoup, et elle va vous répondre à travers ce que Carl Gustav Jung a dit. Donc ce serait pas aussi précis que ce que lui aurait pu vous dire, mais au moins vous aurez la matière, entre guillemets, qui vient de ses livres. Mais si vous voyez, ça dépend de ce qui a été écrit, parce que vous faites le même test avec Freud, bon, c'est vraiment à côté de la plaque. Donc Carl Gustav Jung, ça marche, mais Freud, ça donne une pensée vraiment floue, ça donne pas quelque chose d'intéressant. Donc on peut s'amuser avec l'IA, on peut y développer la pensée, on peut même parfois challenger l'IA en lui demandant « pose-moi des questions qui me font évoluer ». Mais par contre, se fier à l'IA comme un professionnel, et encore plus un psychologue, parce que c'est intime, hein, le lien psychologue et patient. Pour ceux qui ont vécu la thérapie, c'est quelqu'un qui est votre mémoire, entre guillemets, pour toujours. C'est quelqu'un qui vous écoute avec sa propre individualité et qui, à partir de ce que vous dites, écoute vos mots, comment vous les dites, où vous les formulez. Il regarde vos silences, il regarde votre expression, il connaît tout de vous par cette intimité partagée. L'IA ne pourra jamais donner ça. Moi, je ne voudrais jamais évoluer avec une intelligence artificielle, j'aurais besoin d'un humain. De même, aujourd'hui, maintenant, moi, je me refuse à lire les posts que je sens écrits par l'IA, parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on évolue à partir de ce que Dieu a mis en nous, l'âme et l'humain. Et la technologie, elle n'amène pas cette puissance de l'âme, elle amène autre chose. Donc, je pense qu'il faudra que des chercheurs se penchent sur tout ça pour amener des outils, une pédagogie de l'IA qui ne perdent pas tous les êtres humains dans une technologie qui finalement devient inutile. Je te rejoins,
Merci, c'était extrêmement intéressant. Je te pose une question tout de suite parce que je sais que je vais recevoir ça dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des places de consultation avec le docteur Fanny ou est-ce que tu es bookée? Parce que je sens que les gens vont poser cette question. On me la pose avec Ali à chaque fois. Alors, j'ai une liste d'attente, bien sûr, c'est vrai. Donc, moi, il faut au moins 6-7 mois pour que je puisse prendre de nouvelles personnes. Mais je m'arrange toujours quand même pour pouvoir accompagner les gens. Je n'ai pas envie, parce que c'est tellement précieux ce que j'ai reçu et je pense avoir reçu de ma mère. Je dis de ma mère et pas de mon père, puisque mon père est mort quand j'étais toute petite. Mais par contre, j'ai dû recevoir sûrement son intellectualité, son rapport au monde d'une autre manière. Mais en tout cas, ma psychologie, elle me vient profondément de ma mère et aussi des personnes qui m'ont entourée. J'ai ma marraine qui est une ponte en psychologie clinique. Donc, ce que j'ai reçu m'a sauvée parce que les traumas que j'ai traversés dans ma vie sans la psychologie, j'aurais pas pu, je pense, y survivre. La psychologie m'a aussi amenée à la spiritualité puisque, en fait, moi, ça me rend très croyant, mon métier. Donc, c'est quelque chose que j'ai à cœur de transmettre. C'est pourquoi je fais des formations aussi. Je suis en train de penser aussi à créer des groupes de psychothérapie collective parce qu'effectivement, je réalise aujourd'hui que le temps le temps à l'intérieur de soi est infini, mais le vrai temps que l'on compte, c'est même pas le vrai temps, le temps d'une journée. Je peux pas suivre, par exemple, plus de 10 clients par jour, ça c'est une donnée. Et puis j'ai besoin de me reposer pour être bonne dans mon métier. Donc j'ai vu récemment, enfin ça fait peut-être 5 ans que je ressens qu'en fait mon temps est limité et parfois je suis frustrée parce que je peux pas accompagner autant que je le voudrais, même si je fais tout pour. Donc effectivement, j'ai une liste d'attente, mais que les gens n'hésitent pas à m'envoyer un mail. Quand c'est urgent, il faut mettre urgent dans l'objet pour que je puisse traiter les demandes. Et puis, on peut toujours me poser des questions sur mes réseaux sociaux. Mais par contre, les demandes de rendez-vous, il faut le faire par mail parce que je reçois trop de messages. Et même si j'essaye de pouvoir répondre à tout le monde, et c'est très important pour moi de répondre à tout le monde, c'est dur pour moi de traiter toutes les demandes. Alors que par email, c'est un peu plus direct et plus facile pour moi. Vous avez votre réponse. Merci Fanny. Je veux rebondir également sur le fait que, alors moi je n'ai toujours pas, je fais partie des rares personnes qui n'ont toujours pas téléchargé ChatGPT pour plusieurs raisons, questions écologiques, questions d'éthique, et aussi parce que j'ai peur que ça me pousse à une certaine forme de paresse intellectuelle. Et il ne faut pas oublier aussi que derrière chaque créateur d'application, surtout comme ChatGPT, il y a l'agenda idéologique de son fondateur. Et de toute façon, après l'émission du Dr Fanny, j'ai déjà préparé une émission qui portera sur le mouvement du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes réduisent ce mouvement à l'IA, alors que l'IA repose sur un célèbre acronyme qui est les NBIC, pour nanotechnologie, biotechnologie, informatique et contingence. C'est dans l'informatique qu'on parlera de l'Internet des objets et des big data, et c'est dans les contingences qu'on parlera de la robotique et de l'IA. Donc l'IA n'est qu'une toute petite branche de ce célèbre mouvement. Mais une émission arrivera bientôt là-dessus. Fanny, clôturons cette émission par un sujet extrêmement sensible, à savoir celui de la psychiatrie, qui est considérée par de nombreuses personnes comme hautement dysfonctionnelle et comme une institution qui doit être réformée. Il y a tout un mouvement anti-psychiatrie qui est né au cours des années 50 et qui se revendique davantage sur les réseaux sociaux, notamment par une jeunesse qui est épuisée par des psychiatres qu'elle considère comme incompétents et qui donnent des diagnostics lors de consultations beaucoup trop arbitraires à leur goût. Des personnes à qui pendant 10 ans, on a prescrit un traitement qui n'était pas le bon suite à une erreur d'expertise, des personnes à qui on a prescrit pendant plus de 10 ans un traitement pour les schizophrènes alors qu'elles souffraient en réalité de bipolarité, le tout couplé à une surmédicamentation des patients et le fait qu'elles estiment qu'elles n'ont pas assez d'écoute, qu'il n'y a pas de réel accompagnement et qu'on les mette simplement, qu'on les enferme dans une pièce toute blanche avec des draps sales, qu'on les force à avoir des médicaments chaque matin. C'est également le fait que pour ceux qui sont en hôpital psychiatrique, il n'y a pas de service pour les dépressifs, pour les schizophrènes, pour les différents troubles, et qu'on se retrouve avec des personnes qui sont atteintes d'anxiété chronique et de dépression dans le même service que des personnes qui ont déjà souhaité tuer des personnes. Donc des personnes extrêmement dangereuses, voire des violeurs. J'ai eu beaucoup de retours de personnes vraiment qui ne supportent pas le milieu de la psychiatrie, qui réclament une réforme de la part de l'État. Ma question est d'avoir ton retour déjà en tant que psychologue, mais également en tant que fille d'un psychiatre. Alors merci pour cette question. Comme toutes tes questions, Hanan, elles reflètent la société, mais aussi
la manière dont on doit réformer la société, moi, je ne suis pas, j'ai pas une posture qui soit contre la psychiatrie. Parce que la psychiatrie a aussi permis des évolutions. Et j'ai changé en cours de route. Parce que mon père était psychiatre, psychanalyste, et il a été un des membres fondateurs de la première société lacanienne. Donc, à l'époque, la psychiatrie était très connectée à la psychothérapie par les mots. Donc, on dialoguait, ça n'existait pas de recevoir quelqu'un une fois tous les mois et de donner des médicaments et que ça s'arrête là. C'était très, très profond à l'époque, la psychiatrie, on va dire, qui se nouait de manière fine à la psychanalyse. Alors, la psychanalyse aussi, je pense que il faut la réformer, il y a aussi des choses à y voir. Moi, notamment, on le sait, je suis farouchement opposée à la psychanalyse qu'on utilise dans la matière pénale, parce que la psychanalyse demande du temps, on doit passer beaucoup de temps avec une personne dans une forme de discussion. Mais par contre, quand les psychiatres qui ont une obédience psychothérapeute ou psychanalyste, ils font du bon boulot et ils sont à l'écoute de l'autre. Donc des choses peuvent se passer, et puis parfois les médicaments, c'est vraiment une bonne chose. Au début de ma carrière, moi, j'étais vraiment contre l'utilisation des médicaments parce que je pensais qu'on pouvait s'en sortir autrement. C'était peut-être ma vision utopiste. Et puis, sur ma route, j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient, par exemple, des dépressions si profondes que sans les médicaments, on ne pouvait pas les remonter. Et qu'en fait, parfois, la dépression, elle peut t'emmener à un espace en toi où tu n'es plus du tout en mouvement et ça peut même amener à des pensées suicidaires, voire à des tentatives de suicide. Dans ce cas de figure, parfois, le médicament, on en a besoin. On en a besoin. C'est un constat, tu vois. C'est-à-dire, mon idéal était que le médicament, il faut y faire attention parce qu'on parle d'accoutumance. Oui, c'est vrai, parfois, ce que ça peut créer dans le cerveau, c'est finalement un changement par rapport à la sérotonine. Quand on est en dépression, il y a certains médicaments qui vont permettre que la sérotonine se sécrète différemment, avec une plus grande rapidité. Et ça aide. C'est vrai que ça aide. De même, les grands anxieux, si tu peux vivre avec ton anxiété, oui, c'est bien. Et parfois, moi, j'ai déjà vu, l'anxiété peut aller si loin dans une manière handicapante de vivre sa vie que le médicament, il va permettre quand même de couper avec un fonctionnement qui est négatif et bien accompagné avec une thérapie, on peut réapprendre petit à petit à pouvoir penser autrement. Et puis après, on fait ce qu'on appelle un désevrage et on vit sans médicaments. Donc, tu vois, maintenant, j'ai un avis quand même assez nuancé. Je pense qu'il y a des méthodes à trouver autres, mais que pour l'instant, en Occident, je parle de l'Occident parce que je connais moins comment ça se passe dans d'autres domaines, dans d'autres pays par rapport à ce domaine. En Occident, le médicament, parfois, il est utile et c'est les psychiatres qui vont permettre de mieux comprendre quel médicament est où. Nous, les psychologues, on ne pose pas de diagnostic en tant que tel. Et puis moi, d'ailleurs, en tant que psychologue, je fais très attention aux étiquettes parce que je pense que la manière dont parfois on diagnostique les personnes peuvent être enfermantes et puis ça change d'une génération à une autre. La bipolarité, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont être diagnostiquées bipolaires et quand j'ai un client ou une patiente qui vient avec cette étiquette, je vais toujours voir comment ça a été diagnostiqué parce que la bipolarité d'aujourd'hui n'est pas la bipolarité d'hier et parfois une personne traumatisée ou élevée dans des extrêmes ou qui a eu une enfance avec beaucoup de violence, elle peut avoir les symptômes de la bipolarité mais elle n'est pas bipolaire. Et donc, ça peut amener à des erreurs de diagnostic si on n'a pas pris le temps de vraiment écouter ce qui est en train de se passer avec le patient. D'autre part, pour les enfermements, par exemple, forcés en psychiatrie, où parfois tu as des personnes qui veulent être internées. Là aussi, au début de ma carrière, j'avais un avis très tranché. Moi, je pensais que c'est quand même des lieux, effectivement, ça peut être des lieux finalement extrêmement angoissants, surtout pour des jeunes patientes. Tu l'as dit, on peut trouver des services où on va réunir des personnes anorexiques avec des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, avec des personnes qui sont, par exemple, psychotiques, donc qui peuvent avoir un rapport délirant au monde. Et pour quelqu'un, une jeune patiente qui viendrait de faire une tentative de suicide, ça peut être très traumatisant et ça aide pas à aller mieux. En plus, il y a une pénurie dans la psychiatrie. La psychiatrie essaye de se rendre beaucoup plus attrayante et attractive, mais de moins en moins de personnes veulent être psychiatres. Donc, de toute façon, la psychiatrie aura à se réformer de l'intérieur. Mais j'ai vu, et donc là aussi, j'ai pu être témoin de personnes dont l'internement les a sauvées. Je pense justement à une personne que je connais de près, qui a été internée, qui a passé 2-3 mois parce qu'elle commençait à avoir une pensée délirante. Donc, c'était une pente ce qu'on appelle une pente psychotique, si on est du côté du diagnostic. Et si elle n'avait pas eu l'internement et les médicaments qui l'a coupée de sa réalité,
ça aurait pu être très grave pour elle et elle aurait peut-être pas pu se remettre sur le fil du réel. Donc, c'est des environnements, si vous y rentrez, c'est sûr que ça a une teneur traumatique, mais pour l'instant, on n'a pas mieux dans certaines situations de vie. Donc, il faut réformer, faire ce que l'on fait, en discuter, que les professionnels se réunissent et pensent des nouveaux modèles. Par exemple, en Norvège, vous avez un modèle qui est utilisé dans d'autres pays, mais pas encore chez nous, et peut-être qu'il sera jamais utilisé chez nous, mais il est très utile. C'est que quand une personne commence à déclencher des pensées délirantes, donc psychotiques, on va réunir un système familial et médical autour d'elle. Donc, il y aura, comme ce qu'on appellerait aujourd'hui ici, des thérapies de groupe, avec un psychologue, avec un infirmier, avec un père, une mère, et l'entourage de cette personne qui va l'entourer, donc des professionnels et de la famille, pour essayer que la pente psychotique qui est en train de se prendre, elle s'arrête. Et donc, on essaye comme ça d'endiguer l'internement. Il y a aussi la possibilité d'internement, mais il y a cette phase intermédiaire. Je trouve ça tellement ingénieux. Donc, il y a des choses comme ça que les praticiens pourraient trouver en se réunissant et en amenant une nouvelle manière d'imaginer, de penser la psychiatrie. Et puis, je connais beaucoup de jeunes collègues, parce que j'ai fait plusieurs DU où nous étions mélangés avec le corps médical, donc des psychiatres, qui cherchent à rénover, qui cherchent de nouvelles méthodes, qui cherchent en tant que psychiatre à amener justement la parole qui amène du souffle, qui cherche à bien penser les médicaments, qui étudie le sommeil, qui étudie les activités du cerveau pour pouvoir aider. Donc moi, je compte sur ma génération et les générations qui arrivent pour qu'on réforme tout ça. Mais je voudrais quand même dire qu'on a perdu quelque chose en cours de route. Parce que les psychiatres de la génération de mon père, qui étaient psychiatres et psychanalystes, ce qu'ils ont amené, c'est quand même très profond. Moi, j'aime beaucoup me plonger dans leurs livres. Je viens de Strasbourg, donc je citerai deux auteurs qui ont d'ailleurs été des proches de mon père. Je citerai le docteur Federman et le docteur Freiman, qui sont des psychiatres, mais qui ont développé une pensée psychanalytique à partir de leur métier. Quand vous les lisez, ça ne parle pas de médicaments, hein. Ça parle de profondeur, ça parle de cheminement, ça parle de questionnement. La psychanalyse, à l'époque, elle avait un côté profondément fin. C'était fin. Vous lisez Françoise Dolto, c'est une pensée vraiment intéressante parce qu'elle te parle de ta singularité, de ton histoire, de ton chemin. Maintenant, il y a eu des dérives et moi, je suis pour une réforme aussi. On va dire que je parle beaucoup de réforme, mais je crois à la réforme. Je crois d'ailleurs qu'on est là pour réformer jusqu'à ce que on a à réformer la psychanalyse en gardant le meilleur de la psychanalyse. Le meilleur de la psychanalyse, c'est sa finesse. Maintenant, effectivement, ce n'était pas des modèles universels partout. La psychanalyse, elle doit se repenser avec d'autres fondements, une autre carte psychique, en fait, finalement. Mais par contre, il y a les écrits ou ce qui en est ressorti reste très intéressant. Et donc, en ce sens, moi, la psychiatrie et ce qu'ont fait les psychiatres en France, notamment, je ne suis pas complètement opposée. Ce à quoi je suis opposée, ce qui pour moi compte, c'est qu'on n'aille pas trop vite dans le diagnostic. Je ne pense pas qu'on puisse diagnostiquer en une session une personne et qu'ensuite on peut la mettre sous médicament, à moins que la personne, par exemple, ait été référée par son psychologue qui la suit, que la dépression a été diagnostiquée par quelqu'un qui suit la personne ou l'anxiété massive. Et donc là, le psychiatre, il accompagne un mouvement. Mais le médicament sans thérapie, pour moi, ça devient une béquille et une béquille dangereuse. Donc on en revient à l'effort, mener un effort sur soi. Je te rejoins complètement. Je ne suis pas contre les médicaments. J'estime aussi que sans accompagnement, c'est qu'une simple béquille qu'on donne aux patients. Et je voulais parler du fait que le docteur Ali Habibi a récemment ouvert dans un très beau riad à Marrakech un Maristan. Donc il est en train de raviver la mémoire des anciennes découvertes et une sorte d'hôpital psychiatrique chez les musulmans, qui est en plus décoré avec une décoration liée au Maroc, donc à l'Espagne musulmane, notamment l'Andalousie, avec des fontaines, un jardin, une grande bibliothèque avec beaucoup d'ouvrages. Et c'est également là-bas qu'il y a son laboratoire de recherche en tant que chercheur universitaire et docteur. Et c'est une très 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 belle initiative parce que on a un accompagnement psychologique et psychiatrique qui n'est pas, on n'a pas le cliché. Alors je ne suis jamais allée en HP, mais de ce que je vois des vidéos des personnes qui arrivent à avoir leur téléphone,
il y a encore quelques jours, c'est une pièce toute blanche qui me fait mal à la tête à travers un téléphone. C'est tout blanc, les draps étaient poussiéreux, fenêtre bloquée parce qu'on se dit la personne, elle risque de mettre fin à ses jours, mais du coup la personne se retrouve encore plus, elle a subi un sevrage en fait, c'est médicament sur médicament et il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'accompagnement à côté, là où l'alternative qu'a apportée Ali, qu'il n'a pas inventée bien sûr, mais une très belle alternative d'amener de la couleur, beaucoup de verdure, de fleurs, une fontaine, des oiseaux. Et voilà. Quelque chose à ajouter pour conclure cette émission ? Ça rejoint par exemple ce que tu viens de, pour conclure cette émission et puis accompagner ce que tu viens de dire, ça rejoint aussi partout dans le monde des initiatives différentes. Tu vois, Ali Habibi, ça vient de sa pensée. Il a pensé un lieu. On doit tous se responsabiliser, notre monde et à la couleur aussi de ce que l'on en fait. Et nous sommes une infime goutte d'eau de ce monde qui est un océan de nous. Donc c'est des initiatives extrêmement intéressantes. Il y a aussi cette autre initiative dont on parle beaucoup sur les réseaux, d'un village où il y a des personnes qui ont la maladie Alzheimer et donc ils ne sont pas traités comme des personnes délirantes. Le village est fait pour qu'ils puissent vivre leur vie avec des accompagnants, mais ils ne sont pas enfermés et donc ce qui pourrait être vu comme un rapport au monde déconnecté, ici, est permis, est possible. Et donc, en fait, il y a dû avoir quelqu'un de fondamentalement humain pour penser ce lieu où les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer peuvent continuer à se développer dans leur vie. Vous avez en Chine aussi, alors il faut aussi savoir qu'en Chine, quand on regarde de près, il y a aussi d'énormes dérives, comme partout. Moi, je me rappelle petite, quand ma mère disait « là où l'homme est homme », ce sera toujours pareil. Cette phrase m'énervait parce que je voulais profondément espérer que quelque part, là où l'homme est homme, on ait quelque chose de purement magnifique. Et en fait, maintenant, je me dis non. Partout, tu as de la beauté et de la lumière, et partout, tu as aussi son ombre. Mais ils ont une médecine chinoise qui est très ingénieuse, et ils ont aussi des lieux et des hôpitaux où les arbres sont centrales. Et donc là, on voit le rapport à la nature. À Strasbourg, par exemple, les hôpitaux psychiatriques, franchement, ils sont terribles. Même la cour où on peut sortir pour prendre l'air, tu te sens pour moi en prison. Et puis, mais le personnel fait tout ce qu'ils peuvent. Eux-mêmes, ça doit être difficile pour eux de travailler dans ces lieux. Puis je me rappelle quand j'étais à la fac et on avait cours aussi dans un de ces centres, parce qu'il y a des salles aussi là-bas, donc il y avait des cours. C'était très anxiogène. On entrait dans ce bâtiment extrêmement gris. Il y avait des corbeaux partout. J'ai rien contre les corbeaux, mais c'est très, très gris avec que des corbeaux. Je me dis, ça doit être dur d'aller mieux quand on est enfermé dans ce type de lieu. Et parfois, transcender ces lieux avec de l'art, transformer ces lieux avec de la nature, qu'une personne un jour se dise non, je vais faire les choses autrement et fédère un nouveau lieu, c'est pour moi ce qu'on doit faire, nous les êtres humains. Malheureusement, nous sommes enfermés dans des systèmes qui sont parfois très cloisonnants. C'est difficile de penser en dehors de la norme que la société nous impose. Tu vois, par exemple, Ali Habibi, il a dû créer ça au Maroc. C'est peut-être son pays aussi de cœur Oui. et de nationalité. Mais en France, tu pourrais pas proposer un lieu comme ça parce qu'il y aurait toute une réglementation. Et la réglementation, parfois, décourage. Oui. Et donc, ce découragement, il faut aller au-delà de ça. Je cite souvent un exemple, c'est qu'à l'époque, on ne trouvait pas de nourriture végane. Moi, je suis végétarienne et on était minoritaire et on n'avait pas réussi à impacter, entre guillemets, le monde de l'alimentaire. On ne trouvait pas partout de quoi pouvoir se nourrir quand on est végétarien. De même, le monde de la nourriture halal, on ne trouvait pas ça partout. Et maintenant, les industries agroalimentaires ont été obligées de fournir et toutes les personnes végétariennes, donc on trouve un grand choix, mais de même la nourriture halal, toute la société agroalimentaire a été obligée de se plier à la demande. Bien sûr, c'est pas par éthique, c'est pas parce qu'ils se sont dit on va faire plaisir à tous les musulmans et les végétariens et les musulmans végétariens. En fait, c'est parce que il y a un impact financier. Et moi, je suis profondément contre le fait que tout soit autour du capitalisme. Mais malheureusement, ça fonctionne comme ça et c'est quand même un outil. Le boycott ou le fait d'imposer un système de vie par la question de la société monnayable, par le capitalisme, parfois ça impacte. On va peut-être parfois être obligé dans nos vies de passer par des outils qu'on ne valide pas pour arriver à une transformation de masse.
Et quelque part, on peut refuser cette manière de penser, et certains le font en sortant de la société, où on peut avoir un pied dans la société et lutter et essayer d'impacter, où on peut avoir les deux pieds dans le système et essayer de réformer ce système auquel on appartient. Je citerai ici Rajen Valayaden, qui est un grand militant à l'île Maurice, pour lequel j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai fait mon stage de journalisme, puisqu'il a un média indépendant et très performant à l'île Maurice. Et je vous invite vraiment à regarder son travail, qui disait que pour combattre l'ennemi, il faut le connaître de l'intérieur. Et parfois, c'est de l'intérieur qu'on comprendra tellement bien comment ça fonctionne qu'on pourra réformer ou défaire le système. Moi, ça me parle. Je pense que c'est vrai. Parfois, on est dans des systèmes qu'on doit observer de près pour un jour être celui qui tape du poing et qui dit quelque part que ça suffit et qu'on doit fonctionner autrement. Merci beaucoup et je rajouterai quelque chose, c'est que ce qui m'a le plus heurté sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, tout est capitalisable. Les gens veulent capitaliser sur tout, la moindre connaissance. Il n'y a plus l'idée du don de soi, de partager un travail, quitte à ce que ça a pris des mois, des années de travail. Il y a toujours cette idée de capitaliser la moindre connaissance, même lorsqu'on n'est pas expert dans un domaine. Il y a des pseudo-coachs qui sortent de partout. Et même moi, on m'a demandé de faire payer mes émissions, etc. J'ai toujours dit, mais l'idée du don de soi, surtout qu'en tant que musulman, c'est une sadaqa jariya, donc il est censé perdurer avec le temps. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut aussi... on vit dans un système capitaliste et même quand on est contre cette éthique, on boycotte, chacun à son échelle essaye de faire quelque chose, mais il faut aussi réévaluer ses intentions, surtout lorsqu'on est croyant, et se dire mais il faut remettre en avant l'importance du don de soi. Fanny, pour conclure cette émission, je voudrais juste qu'on parle de Shifa Centre, de cet institut dans lequel tu es notamment professeur, dans lequel on retrouve des cours d'intelligence artificielle, de protestantisme, d'islam, de débat, d'écologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors le Shifa Centre, c'est vraiment une école de la vie et une école du savoir, dans le sens où on a pensé à rassembler des professeurs les uns avec les autres qui avaient une expertise et une passion et la possibilité de transmettre cette expertise et cette passion vers ce que moi j'appelle un savoir qui transforme. Tous les étudiants qui passent par Shifa, vous allez voir, ils ressortent pas, d'ailleurs toi-même tu y es, on ressort pas de la même manière que comme on y entre. C'est donc un savoir qui est par exemple du côté de la psychologie, du côté de la philosophie, du côté des nouvelles technologies. On a un professeur d'écologie qui est à l'île Maurice parce qu'on a voulu que nos professeurs viennent de partout dans le monde, justement un savoir transversal. C'est pas l'Occident qui enseigne, c'est en fait chaque personne dans sa culture qui a une expertise et un savoir et qui la donne et qui la rend accessible. Vous avez aussi le professeur Tariq Ramadan qui lui amène son expertise extrêmement intéressante et sa finesse du côté de l'approche de l'islam, aussi son ouverture et du côté de la philosophie, puisque lui, il est au carrefour des civilisations. Donc on a un savoir qui est extrêmement puissant. Vous avez l'experte en intelligence artificielle Anna Mala, qui, elle, amène un savoir aussi tout aussi profond, puisqu'elle propose une éthique de l'IA en donnant les sous-bassements de ce qu'est cette technologie. Donc ça va bien plus loin que de donner la technologie sur un plateau. Ça donne la technologie et la manière dont on peut utiliser cette technologie pour transcender et réformer. Parce que je pense qu'on a tous à cœur quand même, aussi au Centre Shifa, de réformer finalement le monde. Et puis là, pour en citer que deux, mais je pourrais citer chaque professeur que j'apprécie, que j'aime écouter, parce qu'ils amènent tous leur particularité. Et le Centre Shifa, il est amené à se développer justement avec des professeurs partout dans le monde. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir aussi être en Afrique, être au-delà de nos frontières pour pouvoir construire un savoir beaucoup plus global. Par exemple, moi, le cours que je donne de psychologie cette année, il est très différent de tout ce que j'ai fait parce que je me suis entretenue avec des psychologues de partout dans le monde, au Brésil, en Asie, en Afrique. Déjà, ça me passionne, mais ensuite, je trouve que ce que j'amène maintenant, c'est vraiment fortifié de tous ces experts que je rencontre. Et c'est parce qu'à Shifa Centre, on veut décloisonner les savoirs. On veut amener quelque chose qui est quand même assez différent, notamment dans le paysage francophone, puisque dans le paysage francophone, tout est un peu cloisonné, on se forme dans une matière, on évolue, on se donne un jour un métier, et un jour on se sent coincé. Nous, c'est dans le sens contraire. On donne 1001 possibilités et on saute dans l'océan des possibles et on entraîne avec nous les étudiants à visiter cet océan des possibles. Et puis l'autre particulier du Centre Shifa, auquel moi je suis très sensible,
c'est qu'avec mes traumas, avec tout ce que j'ai vécu, c'est très important pour moi de ne pas perdre mon temps. En plus de ça, j'ai des enfants aujourd'hui et j'ai perdu mes parents tôt, donc je sais la valeur du temps. Je sais la valeur que ça a, hein, des instants passés avec les gens que j'aime, avec mes enfants. Et donc le centre Shifa, il fallait que ce soit ça pour moi, sinon je n'aurais pas pu donner ce temps-là. Et le centre Shifa, eh ben, finalement, c'est du temps pour moi que je trouve extrêmement utile avec des personnes, ceux qui viennent au centre Shifa. Alors on est beaucoup, il y a beaucoup d'étudiants maintenant partout dans le monde et en présentiel, puisque c'est en présentiel à distance. C'est des gens qui sont porteurs de sens. Quand tu vas au centre Shifa, t'as pas les petites conversations que tu veux éviter, il fait beau, qu'est-ce que tu penses du temps? Tu discutes avec des personnes qui sont toujours très profondes. C'est comme si on était rassemblés autour de la quête de sens. Donc je me sens vraiment tout le temps, déjà je me sens utile quand j'y suis, mais aussi je suis toujours émerveillée par ces phrases qui fusent de ci, de là, par les questions aussi qu'on me pose, par nos dialogues entre nous aussi enseignants. Donc j'y suis très contente, finalement très heureuse de ce que j'y trouve, de ce que j'y donne. Et à long terme, le centre Shifa, il est vraiment amené effectivement à se développer. Et comme je suis, tu le sais maintenant, et ceux qui nous écoutent le savent, euh, une grande réformatrice, je suis pour travailler sur le monde, et je mise aussi beaucoup sur les générations qui arrivent. Eh bien, je voudrais qu'on puisse construire et développer ces modèles-là, et que l'éducation, justement, se fortifie de tous les domaines, et qu'on puisse chacun choisir comment on veut vivre l'existence en se donnant du savoir. Parce que la psychologie, c'est ça en fait. La psychologie, c'est pas qu'une discipline. La psychologie, c'est un rapport au monde où on cherche à se connaître soi et à comprendre l'autre, à comprendre le monde et à être en capacité de choisir au-delà des douleurs, au-delà du mal-être, au-delà des secousses. Donc la psychologie, elle te permet d'être sur un bateau, le bateau de ton existence, et de savoir où tu veux manœuvrer, de savoir que quand tu crois que tu chavires, ben, il y a toujours moyen de remettre la barre, de savoir que tu pars de quelque part à ta naissance, tu arrives quelque part à ta mort, et finalement cette traversée, ben, tu te donnes du savoir qui va te permettre de ne pas avoir peur de sauter dans l'océan, de ne pas avoir peur de revenir à l'intérieur de soi. Donc c'est un vrai rapport au monde qui est aussi pas du tout du côté du cloisonnement. Shifa Centre, c'est l'ouverture, la psychologie, c'est l'ouverture. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener, y compris dans mes ouvrages, y compris dans les formations que je propose, que plus on s'ouvre sur le monde, plus on s'ouvre en soi, plus on soit rassuré dans le fait d'exister. Merci beaucoup. Je tiens encore à signaler deux choses. Début 2026, un séminaire sur la confiance en soi que tu tiendras dans les locaux de Shifa Centre. Bien évidemment, j'y serai, Inch'Allah. Je vous invite, comme je l'ai dit, à aller vous abonner aux réseaux sociaux de Fanny pour ne pas manquer, notamment l'événement du séminaire. Je tiens aussi à préciser qu'il n'est pas trop tard. Même si vous arrivez en cours de route, vous pouvez toujours devenir étudiant Shifa Centre. J'insiste sur le fait que vous n'avez pas besoin de bagages académiques, vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine éloquence ou un certain bagage culturel ou un capital social pour venir. Il y a de tout âge, de 18 ans jusqu'à plus de 70 ans, on vient de tout milieu social et il y a des gens, donc il y a des cours en distanciel et en présentiel, vous avez accès au replay et il y a des gens qui viennent de Belgique, de Danemark, de Suisse et qui se déplacent en présentiel dans la banlieue parisienne pour assister aux cours, qui a quand même un charme différent du cours en distanciel. Fanny, merci sincèrement pour ton temps, tu viens quand même de Londres. Comme je l'ai à ton introduction que j'ai faite, on voit bien que tu as un certain parcours académique. Allahumma barik, masha'Allah, que Dieu t'accorde encore plus et préserve ta famille. Et on voit très bien que tu n'as pas du temps. Du coup, merci d'avoir dégagé du temps pour moi et mes abonnés. Merci sincèrement à toi. Et si tu as un dernier mot à leur dire, n'hésite pas, la caméra est ici. Mon dernier mot, ce serait vraiment de vous donner les moyens de vous comprendre pour avancer mieux et avec sérénité. C'est sûr que exister, comme je le dis souvent, et je me réfère à cette phrase justement dont on parlait du Coran qui dit que la vie secoue, cette vie, elle est faite de secousses, elle est faite finalement aussi de ce qui nous élève, de ce qui nous façonne. Et se donner du savoir pour pouvoir avancer, c'est pour moi finalement une des cordes très solides de cette vie. Et je remercie aussi Hanan, je te remercie parce que une émission comme celle-ci, ça montre que toi-même, tu cherches à changer le monde par le savoir et par ce que tu y fais. Et je pense pas que tu aies attendu qu'on te dise « est-ce que tu peux faire ça ?» Tu l'as fait par toi-même. Pour moi, ça, c'est un fondement de cette existence. N'attendez pas qu'on vous ouvre des portes. N'attendez pas qu'on vous donne une place. Parfois, c'est difficile parce que je sais que beaucoup de personnes sur cette terre auraient besoin qu'on leur dise « c'est ta place, tu peux le faire ». Et malheureusement et heureusement, il faut que vous le fassiez par vous-même, de trouver ce que vous voulez faire, ce que vous voulez donner.
de déconnecter cette idée de l'argent, parce qu'effectivement, quand on est dans l'idée de quoi faire pour avoir de l'argent, eh ben souvent on se perd, alors que lorsque vous allez du côté de la mission de vie, de l'existence, de ce que vous voulez donner au monde, eh bien ça donne quelque chose de grand, déjà à l'intérieur de soi, et puis ensuite dans l'impact que ça a dans le monde. Et je citerai ici ma mère, je cite souvent mes parents parce qu'ils ne sont plus là, mais je pense qu'on a aussi une mission de faire vivre les gens qui nous ont aimés et qu'on a aimés et qui ont apporté de la lumière dans nos vies. Et ma mère disait souvent que de goutte d'eau en goutte d'eau, on transforme l'océan. Effectivement, là on est deux gouttes d'eau, vous êtes des gouttes d'eau, on a tous un pouvoir et ce pouvoir, il est important. Ce pouvoir-là, c'est une grande responsabilité au cœur du monde et de notre monde intérieur. Merci de nous avoir écoutés, merci à toi de m'avoir invité et à très bientôt sans doute pour de prochaines émissions. Salam alaikum tout le monde.